Alors en manchette aujourd'hui, le CIS de Lanaudière se prépare au déconfinement progressif et Amélie Drainville devient porteuse d'espoir pour le jour de la Terre. Alors bonjour mesdames, messieurs, mon nom est François Robert et bienvenue à votre bulletin d'information régionale du mardi 21 avril. Alors le nombre de personnes testées positives à la COVID-19 dans Lanaudière se situe maintenant à 1462. La région se retrouve de nouveau au 4e rang pour le plus grand nombre de personnes testées positives à la COVID-19 au Québec, après Montréal, la Montérégie et Laval. Alors, pour ce qui est des cas maintenant dans la MRC d'Autrey, il y en aurait maintenant 136. Et à l'échelle provinciale, la santé publique parle maintenant de 20 126 de tests positifs à la COVID-19 et le nombre de décès à l'échelle provinciale a franchi aujourd'hui le cap des 1000 et se situe maintenant à 1041 décès de confirmés. En ce moment, il y a 1023 personnes hospitalisées à l'échelle provinciale à cause de la COVID-19, selon les derniers chiffres fournis par le ministère, et 201 personnes se retrouvent aux soins intensifs. Et durant son point de presse aujourd'hui, le premier ministre Legault a dit que d'un point de vue de santé, il ne serait pas une bonne idée d'attendre au début septembre pour renvoyer tous les enfants de la province à l'école en même temps. Le risque d'avoir une deuxième importante vague de cas serait trop élevé. Alors, il est préférable de faire entrer progressivement certains écoliers à l'école d'ici la fin de la présente année scolaire. Par contre, il a dit qu'aucune décision n'était prise pour l'instant et que le retour à l'école se ferait certainement de façon progressive, probablement en commençant par les régions où le nombre de cas est le plus faible. Suite à cette remarque, nous avons posé une question au directeur de la santé publique de Lanaudière un peu plus tard en après-midi lors du point de presse du CIS de Lanaudière. Alors voici le segment de l'échange avec le directeur de la santé publique de Lanaudière, le Dr Richard Lessard, à ce sujet. Le premier ministre, dans son point de presse, a parlé d'une ouverture graduelle des écoles qui pourrait commencer par les régions les moins touchées. Lanaudière est la 4e avec le plus de cas au Québec. Est-ce qu'on doit s'attendre à être une des dernières à avoir un retour à l'école ou est-ce que ça se pourrait même se passer différemment par MRC, par exemple, là, Matawini, que les écoles pourraient rouvrir bien avant Desmoulins ou l'Assomption? Bon, c'est une très, très bonne question pour laquelle il n'y a pas encore de réponse très claire. Je pense que ce que le premier ministre et le docteur Arruda voulaient dire par région éloignée, effectivement, on parle du nord de la Lanaudière, des Laurentides, mais on parle surtout de ce qui est à l'est de Québec, Charlevoix, Côte-Nord, Bas-Saint-Laurent et Gaspésie. Ce sont des régions où il y a très peu de cas. Et je pense que ce sont ces régions-là que le premier ministre avait en tête. Dans la Lanaudière, il y a 2 commissions scolaires. Il y en a une pour le nord et une pour le sud, mais il n'y a pas eu de discussion que je sache, pas à notre niveau en tout cas, pour une réouverture graduée nord-sud. Je pense que ces décisions-là vont être prises à Québec. Quant à la date d'ouverture des écoles, bien, comme le premier ministre l'a dit, il n'y a absolument rien de fixé. Il a dit qu'avant le 14 mai, il ne prendrait aucune décision et qu'il verrait au 14 mai les options qui sont en train de se préparer, mais laquelle sera retenue, je pense que présentement, il n'y a personne qui le sait. Nous avons aussi questionné le Dr Lessard sur les consignes limitant les déplacements entre les MRC dans Lanaudière pour voir si elles seraient levées progressivement dans un avenir rapproché. Voici le segment. La mobilité entre les MRC, est-ce qu'elle pourrait être permise quelque part vers le 4 mai ou si on parle encore beaucoup plus loin que ça? Non, je pense que il n'y a pas eu de... Je pense que présentement, la Sûreté du Québec contrôle un peu moins à cause de la construction, à cause de l'ouverture de la construction qui amène des déplacements nécessairement là, entre le nord et le sud. Mais en même temps, il faut y aller graduellement. Je pense qu'il faut que la population comprenne que la distanciation sociale, c'est là pour un bon bout de temps. Qu'éviter les contacts entre les personnes, c'est la mesure la plus efficace, à part de se laver les mains, là, qui continue d'être la chose extrêmement importante à faire. Alors, la déconfinement, à partir du moment où on ouvre la construction,
Il y a un début de déconfinement, c'est évident. On a aussi ouvert les pépinières et puis les magasins qui vendent des articles de plein air, piscine plutôt, là, aménagement paysager et tout ça. Alors, il faut que les gens, si on veut que le déconfinement fonctionne, et si on veut qu'il n'y ait pas une résurgence de la courbe, il faut que ces magasins-là qui ouvrent petit à petit, ces entreprises-là, obligent la distanciation sociale, qu'il y ait à l'entrée des magasins des endroits où on se lave les mains à l'entrée et à la sortie. Et il faut que les gens respectent ces consignes-là. Autrement, le danger, c'est qu'on soit obligé, d'ici quelques semaines, si on n'arrive pas à contrôler la propagation de l'épidémie, à être obligé de refermer des usines, des entreprises, des services. Et je pense qu'il n'y a personne qui veut ça. Je comprends que pour, par exemple, les travailleurs de la construction qui habitent dans le nord de la Naudière et qui viendraient travailler au sud, ça ne s'applique plus, mais pour monsieur, madame, tout le monde, là, de partir, dirons, dans une fin de semaine et aller au nord de la Naudière, ça, c'est toujours interdit pour l'instant. C'est pas encouragé, à tout le moins. Je pense que quand on regarde les données des MRC du nord de la Naudière, Matawini, voyons, même Dautré va beaucoup mieux. Et puis Montcalm, on voit qu'il y a très peu de cas. Alors, je pense que si les gens veulent continuer de se protéger, c'est mieux qu'ils restent chez eux, qu'ils magasinent près de chez eux. Et c'est toujours pas le temps d'aller dans les grandes surfaces, surtout les gens qui proviennent de ces régions-là, parce qu'ils ont un niveau de protection qui est très élevé. Et durant cette vidéoconférence, le PDG du Centre de santé de la Naudière, Claude Castonguay, a aussi offert des précisions sur la disponibilité du matériel de protection pour le personnel soignant dans la région et il assure que tout le personnel soignant est bien protégé en ce moment. Pour ce qui est des nouveaux chiffres sur le nombre de cas par municipalité, depuis les derniers chiffres par municipalité fournis jeudi dernier, on retrouve peu de variations dans les régions de Berthier et ses alentours. Par exemple, il y a maintenant un cas de plus à Saint-Ignace de Loyola, qui en aurait maintenant 4 de confirmés. Lanoraie a aussi un cas de plus pour un total de 24. On sait que Lanoraie et Lavaltrie sont les deux endroits les plus touchés dans la MRC de Dautré. Et Berthierville demeure à 6 cas de confirmés. Et nous passons maintenant à notre première pause. Là, les amis, c'est le temps d'écouter. La maladie à coronavirus frappe fort. Et on doit être encore plus fort. Pour votre santé et celle du peuple. On doit faire ce qu'on nous dit de faire. C'est notre meilleure défensive. Autant les parents que les enfants. Faut bien se laver les mains. Et celles de nos petits cœurs. Et surtout, rester chacun chez nous, comme on vient tous et toutes de faire. Se protéger, ça sauve des vies. Merci aux organismes communautaires autonomes pour les activités offertes en ce temps de pandémie. La table régionale des organismes communautaires autonomes de la Naudière aimerait souligner le travail réalisé par les travailleurs, les travailleuses, les bénévoles et les personnes impliquées au sein de ces 199 organismes membres. Pour briser l'isolement, ces groupes ont créé des cercles de partage, des réseaux d'échange sur les médias sociaux. Ils offrent des activités interactives en ligne où les membres peuvent se voir quand même, envoient des activités, du matériel pour que les membres puissent continuer à pratiquer les activités. Ils organisent même des 5 à 7 virtuels pour garder le contact entre eux. L'action communautaire autonome pour un monde qui nous ressemble. Alors, au chapitre des anniversaires pour ce mardi 21 avril, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite un joyeux anniversaire à Alain Bellumeur, Nicole Beaufort et Marc Moreau. Alors, c'était les anniversaires du jour pour ce mardi 21 avril. Et tel qu'indiqué en manchette, Amélie Drainville, une résidente de l'Île-du-Pas, vient de se mériter une belle distinction. Elle a été choisie pour être porteuse d'espoir 2020 du Jour de la Terre. Nous lui avons parlé en vidéoconférence ce matin. Voici la première partie de l'entrevue qu'elle nous a accordée. D'abord, pouvez-vous nous expliquer, pour les gens qui ne seraient pas familiers avec cette distinction, ce titre-là, qu'est-ce qu'un porteur d'espoir? Qu'est-ce que ce rôle bien précis? Le porteur d'espoir du Jour de la Terre, c'est quelqu'un qui va expliquer au public, notamment par le biais du blog du Jour de la Terre, ses initiatives en environnement pour essayer de
de porter aussi l'action, là, d'inspirer les gens pour les faire agir, puis leur faire poser des gestes positifs pour améliorer la qualité de l'environnement au Québec. Donc, je dirais grosso modo, c'est le rôle du porteur d'espoir. J'en saurai plus éventuellement aussi là, après demain. Là. Donc, demain, c'est le jour de la Terre et l'organisation est très occupée à préparer cette journée-là, même si elle se fera majoritairement de façon virtuelle. Donc, c'est ça, j'attends encore plus de détails pour ce qui est des modalités de ce que je devrais faire, mais essentiellement, je vais avoir 4 billets de blog à rédiger pour le jour de la Terre. Puis essentiellement, ben, pour moi, c'est une opportunité de faire rayonner les projets que je porte sur le plan de l'environnement. Et qu'est-ce qui vous a donné le goût là, de soumettre votre candidature? Ben, c'est un concours qui s'adresse à ma catégorie d'âge, les 14 en environnement. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, j'ai peut-être une chance de remporter le concours. Puis, il y avait une bourse qui était associée à ce concours-là de 2000 $. Donc, j'ai dit, pourquoi pas l'essayer? Ça va être autant une belle opportunité qu'un bon coup de pouce financier si jamais je remporte le prix. Donc, finalement, ça a été une bonne décision de ma part. Et pouvez-vous nous donner un petit peu un aperçu de comment vous avez plaidé en faveur de votre candidature là, dans votre dossier de candidature? Oui, vous pourrez le remarquer peut-être dans la vidéo de dévoilement. Là, les juges ont choisi mon dossier à l'unanimité. Donc ça, c'est une grande fierté, mais c'est notamment parce que je m'implique à différents paliers. Donc, au palier local, je suis très impliquée au sein du comité de l'environnement. D'ailleurs, j'ai été membre fondatrice de ce comité-là. Puis, au niveau de la forêt nourricière aussi, dont vous entendez parler ad nauseam, là, qui est un beau projet qu'on porte à l'île du Pas. Puis ensuite, encore au niveau local, vous avez vu aussi que je me présentais aux élections pour encore porter plus loin mes engagements pour l'environnement, pour la démocratie, pour toutes sortes de raisons. Donc, ça, c'était plus sur le plan local. Ensuite, au niveau régional, je me suis beaucoup impliquée dans les comités de vigilance hydrocarbures, avec notamment Odette Sarrazin et Guy Boudreau, ses comparses. Donc, on a organisé un spectacle de solidarité envers Ristigouche. Si je ne me trompe pas, c'était en 2017. Ensuite, on a fait un débat sur l'environnement pendant les élections fédérales d'octobre 2019. Donc, c'est plus au niveau régional. Ensuite, provincial, ben, vous le savez, je suis beaucoup impliquée au sein de Québec solidaire, notamment pour l'Ultimatum 2020, qui est une campagne de pression sur le gouvernement de François Legault pour qu'il adopte des mesures drastiques pour lutter contre les changements climatiques. Présentement, la campagne est en veilleuse, mais mon engagement à Québec solidaire tient, je suis fière de le nommer. Et finalement, je me suis beaucoup impliquée aussi au sein du mouvement La planète s'invite à l'université, que j'ai démarré l'an dernier avec ma sœur quand on était toutes deux étudiantes à l'Université de Sherbrooke. Donc, j'ai été porte-parole de ce mouvement-là pendant 4 mois. Malheureusement, mes études étaient terminées après. On a quand même organisé une belle manifestation à Sherbrooke là, qui a été sans précédent. Donc, c'est un peu tout ça qui ont fait que mon dossier a été apprécié du jury. Alors, le jour de la Terre, la journée officielle, c'est demain, le 22 avril, et nous vous présenterons la suite de l'entrevue avec cette porteuse d'espoir. Maintenant, COVID-19 et agriculture. On vous parlait récemment de l'Institut Jean Garon et de son plaidoyer pour que le ministère de l'Agriculture reprenne un rôle de premier plan au sein du Conseil des ministres et de l'économie québécoise lors de la sortie de crise du coronavirus et du déconfinement. Et dans la dernière partie de notre entretien avec le coprésident de l'Institut Jean Garon, M. Michel Saint-Pierre, on discute notamment de si la crise actuelle qui complexifie l'arrivée de travailleurs agricoles étrangers pour les récoltes n'est pas justement une occasion de réfléchir sur les façons de réduire un peu notre dépendance à cette main-d'œuvre et comment faire là, pour avoir plus de Québécois qui vont travailler dans les champs. Alors voici la dernière partie de notre entrevue avec le coprésident de l'Institut Jean Garon. Est-ce que la crise actuelle, ce n'est pas aussi une occasion de réfléchir
si on ne devrait pas avoir un recours moins systématique à des travailleurs étrangers pour procéder aux récoltes, peut-être faire travailler davantage de Québécois aux récoltes? Oui, c'est certainement le temps, l'occasion d'y songer. D'abord, comment? Parce que le dire, c'est une chose. Le faire, c'est très différent parce que les conditions de travail de ces gens-là, je les ai vus à maintes reprises, les Mexicains et de plus en plus les Guatémaltèques, qui étaient les groupes qui venaient. C'est des conditions difficiles. C'est du 12 heures par jour dans le champ. Alors, si on devait trouver des solutions, elles ne seraient pas uniquement d'amener des travailleurs québécois, mais ce serait aussi peut-être de mécaniser davantage certaines des fonctions qui sont faites manuellement par ces gens-là. Parce que, non, je ne pense pas qu'on puisse penser qu'on va amener des gens qui sont en chômage et les amener en groupe. D'abord pour des périodes très longues, il faut dire ça. Là. Et quand les travailleurs étrangers, quand ils arrivent, c'est des périodes qui varient entre 4 et 6 mois. Les grandes fermes qui commencent par d'abord la préparation des semis, ça s'échelonne sur 6 mois, très précisément. Alors, je ne vois pas, là, c'est pas en ayant des mesures ponctuelles, des gens qui ne travaillent pas pendant une certaine période. Je crois qu'il faut avoir une réflexion plus large, sans exclure une partie des travailleurs étrangers, mais peut-être une meilleure mécanisation, de sorte que certaines fonctions très dures physiquement soient remplacées par la machine. Ça se fait dans l'industrie en général. Là. Bon, ça pourrait se faire là aussi. Est-ce qu'il n'y a pas lieu peut-être aussi, vous avez évoqué des horaires de 12 heures, de peut-être revoir l'organisation du travail pour peut-être avoir des horaires qui soient plus nord-américains, si je peux exprimer ainsi, pour peut-être moins rebuter des travailleurs québécois, puis peut-être aussi assouplir certaines modalités à l'assurance-emploi pour que ça soit possible d'avoir de l'assurance-emploi pendant une période de l'année, puis travailler au champ une période de l'année? C'est certainement des questions qu'on doit se poser. La question des 12 heures, c'est que les récoltes n'attendent pas. Hein. Ça pousse quand on parle de très grandes fermes spécialisées. Les cousineaux, par exemple, dans le brocoli, je ne sais pas combien de centaines de personnes les emploient. Et le volume, là, ne doit pas tarder. Tu ne peux pas remettre ça. Alors, c'est la raison pour laquelle ces gens-là font 12 heures. Et puis, ils le font également parce que pour eux autres, ils ont deux périodes dans leur année. C'est la période où ils travaillent et comment dire, ils s'en mettent plein les cloches pour leur famille, puis ils retournent chez eux par la suite. Alors pour eux, le temps n'est pas un facteur beaucoup. Et on m'a souvent dit que si on les laisse faire, ils vont travailler 16 heures, ces gens-là. Alors, mais il faut trouver des façons alternatives. Vous avez raison. Peut-être que ça peut convenir à une partie des travailleurs, notamment ceux qui viennent de l'étranger. Puis peut-être que pour des gens locaux, il peut y avoir une plus grande rotation afin de quand même avoir des gens en fonction, là, comme vous dites, la récolte n'attend pas. Oui, tout à fait. D'abord, les besoins ne sont pas d'une seule forme de travail. Il y a différentes formes de travail durant la saison, puis même au cours de la même période. Tout le monde ne fait pas la même chose en même temps. Alors, on peut certainement faire un meilleur comment dire, partage du travail et des ressources qu'on a, de leur, comment dire, de leur résistance à la chaleur et aux longues journées pour que faire en sorte qu'il y en ait pour tout le monde, qu'il y ait des horaires normaux pour, enfin, nord-américains, comme vous dites, pour nous, et puis des horaires beaucoup plus longs parce qu'ils le souhaitent, ils le veulent, et c'est leur façon de... ils seraient déçus si on leur proposait des journées de 8 heures. Bien sûr. Oui. D'autres choses que vous voulez ajouter en terminant? Fait un bon tour d'horizon, je crois, de la situation. Le point qui nous avait amené, nous, comme organisme au départ, comme institut, c'était de dire, ben, on vient finalement prendre connaissance qu'il y a certains enjeux du côté de notre alimentation, choses qu'on prenait pour acquis, que personne questionnait. Mais là, tout à coup, oh, on est à l'avant-scène. Alors, nous, on profite de ça pour lever un peu notre drapeau rouge et dire, oubliez-nous pas. Oubliez-nous pas parce que le lendemain, si on devait reprendre les mêmes habitudes et rien changer, ben, on aurait manqué une belle occasion qui veut dire qui se présentera
J'espère qu'il ne se présentera plus de toute façon, mais on aurait manqué une très belle occasion de mettre en plan une nouvelle série de politiques pour véritablement mettons, les 40 prochaines années. Là, mais c'est un peu le message qu'on voudrait laisser avec les communiqués qu'on a publiés récemment. Et nous passons maintenant à notre seconde pause. Nous vivons une crise majeure. Et pour qu'on s'en sorte, on doit se protéger. Et respecter toutes les consignes. C'est simple comme bonjour. Faut se laver les mains et tousser dans son coude. Peu importe ce qu'on porte. On doit jeter ses mouchoirs. Gardez cette distance. Et surtout, restez chacun chez nous, comme on vient tous et toutes de faire. Se protéger, ça sauve des vies. À l'hôpital Pierre-le-Gardeur de Terrebonne, à l'âge de 70 ans, est décédé M. Fernand Gélina, conjoint de Francine Valois, demeurant à Berthierville et natif de Charette. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, son fils Sébastien Gélina, ses sœurs, ses frères, beaux-frères et belles-sœurs, Monique Gélina, Gaëtan Gélina, Nicole Bourassa, feu Réal Gélina, Yvon Gélina et sa conjointe France Lefebvre, Lise Drolet, feu André Gélina, Hélène Gélina et son conjoint Daniel Gervais, Francine Gélina et son conjoint René Pellerin, Louise Gélina et son conjoint Pierre Bergeron, Francis Valois, Martine Valois, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et dans les circonstances de pandémie de COVID-19 actuelle et dans le but d'éviter les rassemblements, la famille de M. Gélina a pris la décision de reporter les rituels à une date ultérieure. Maintenant, au centre d'hébergement Champlain-le-Château de Berthierville, le 4 avril, à l'âge de 69 ans, est décédé M. Michel Terrien, époux aimant de Mireille Rousseau, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre sa tendre épouse, sa fille dont il était si fier, Marie-Ève, ainsi que Benoît Mirandette, le conjoint de celle-ci. Il laisse aussi dans le deuil sa sœur, ses belles-sœurs et beaux-frères, Nicole Terrien et son conjoint Roger Doucet, Jeanne Rousseau et son conjoint Jean-Claude Cossette, Monique Rousseau et son conjoint Jean Tessier, André Rousseau et son conjoint Richard Frappier, François Rousseau et sa conjointe Liette Cournoyer, Marie Rousseau, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et Michel fut pendant plusieurs années ambulancier dans les régions de Joliette et de Berthierville. Il fut aussi impliqué dans la communauté berthelaise en tant que membre du Club optimiste de Berthierville. Et la famille tient à remercier le personnel du Champlain-le-Château pour les soins exceptionnels prodigués à l'égard de Michel au cours des 14 années où il vécut au centre. Et dans les circonstances de pandémie de COVID-19 actuelle et dans le but d'éviter les rassemblements, la famille de M. Terrien a pris la décision de reporter les rituels à une date ultérieure. Maintenant, au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 4 avril, à l'âge de 70 ans, est décédée Mme Suzanne Lépine-Coutu, épouse de Denis Coutu, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, Geneviève Coutu, Marie-Ève Coutu et son conjoint Pierre Girard, de même que ses petits-enfants, Gabriel Girard, Charlotte Boisjoli, Cédric Girard et Béatrice Boisjoli. Elle laisse aussi dans le deuil ses sœurs, ses beaux-frères, ses belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et dans les circonstances de pandémie de COVID-19 et dans le but d'éviter les rassemblements, la famille de Mme Lépine-Coutu a pris la décision de reporter les rituels à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 10 avril, à l'âge de 95 ans, est décédé M. Victor-Olivier Tarte, époux de Mme Jacqueline Gagnon, demeurant à Saint-Charles-Borromée et natif de Lanoraie. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses sœurs et belles-sœurs, Marie et Marie-Thérèse Tarte, sœur Marie-Blanche Tarte, Pierrette Lassalle, feu François-Xavier Tarte,
Janine Gagnon, feu Jacques Dupuis, Pauline Roy, feu Roger Gagnon, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et en cette période de pandémie, même s'il n'est pas décédé de la COVID-19, les funérailles de M. Tarte seront célébrées à une date ultérieure et la famille communiquera avec les proches le moment venu. Maintenant, au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 8 avril, à l'âge de 54 ans, est décédée Mme France Sylvestre, fille de Jean-Paul Sylvestre et de Daniel Giroux, demeurant à Saint-Cuthbert et native de Sainte-Geneviève de Berthier. Elle laisse dans le deuil, outre ses parents, ses oncles et tantes, Céline Sylvestre et son conjoint Paul Laforêt, Alain Sylvestre et sa conjointe Gisèle Lavallée, laisse aussi dans le deuil sa filleule Chloé Sylvestre, ainsi que plusieurs cousins et autres parents et amis. La famille tient à remercier l'Association des aidants naturels et en particulier Karine Rattel pour son soutien envers la famille. Et dans les circonstances de pandémie de COVID-19 et dans le but d'éviter les rassemblements, la famille de Mme Sylvestre a pris la décision de reporter les rituels à une date ultérieure. Maintenant, à la Villa Berthier, le 10 avril, à l'âge de 97 ans, est décédée Mme Madeleine Bergeron, épouse de feu Omer Valois, demeurant à Berthierville et autrefois de Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Pierre-Paul Valois et sa conjointe José Rondeau, Luc Valois, Céline Valois et son conjoint Michel Guévremont. Elle laisse aussi dans le deuil ses petits-enfants, Marie-Christine, Maxime, Louane et Yann, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et Mme Bergeron ne sera pas exposée. Une cérémonie aura lieu en privé à une date ultérieure. Et la famille veut adresser un remerciement spécial au Dr Martine Simard ainsi qu'au personnel de la Villa Berthier pour les bons soins prodigués à Mme Bergeron. Et nous passons maintenant à la météo. Alors, mardi soir, possible mélange d'averses et de neige ou neige fondante, alors que le mercure sera autour du point de congélation ou légèrement au-dessus. Alors, la probabilité d'averses diminuera en allant vers la nuit. Durant la nuit, le ciel devrait être variable avec un mercure de -3. Mercredi matin, ce sera nuageux avec éclaircies et à nouveau un mercure de -3. Mercredi après-midi, ce sera plutôt nuageux et encore passablement froid, pour la saison du moins, là, avec un gros +1. Et voilà, c'était vos informations sur les ondes de CTRB. Revenez-nous demain pour d'autres informations sur votre région, bien sûr aussi sur la pandémie de COVID-19. Un gros merci à nos fidèles auditeurs de continuer de nous suivre. Bonne fin de journée à tous. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. Bonjour, je m'appelle Mallory. J'adore faire du vélo et j'aime ça aller au parc. À mon école, il y a des filles qui sautent à la corde à danser. Maintenant, je vais pouvoir sauter à la corde à danser avec elles.
grâce aux amphithéâtres, je peux faire tout ce que j'aime.